mon parcours et de mes travaux, disons que la petite histoire est toujours très intéressante parce qu'on arrive à situer pourquoi la personne a fait telle chose ou telle autre. Donc moi j'ai démarré, je fais partie du trio des gens qui sont nés à la Goulette, déjà en Tunisie. Donc Claire, elle a fait un colloque avec 3 personnes. C'est quand même assez... c'est un phénomène de synchronicité, ça. Bon, donc moi j'ai démarré en quelque sorte très jeune avec une envie de faire une carrière de prêtre. Bon, c'était la tradition en Afrique du Nord, on sacrifiait toujours un enfant à la tradition, à l'église. Bon. J'ai changé ensuite vite fait, j'ai immigré en France à l'âge de 7 ans, j'ai fait mes études et à l'âge de 20 ans je suis parti faire un tour du monde. Et là c'était ma première expérience de folie contrôlée. Tout le monde me disait mais t'es fou, t'as pas d'argent, tu t'en vas. Je vais faire un tour du monde, je vais faire des études à l'étranger et je vais fonder un foyer. Bon, et ben j'ai réussi à le faire tant bien que mal, en bossant à droite, à gauche, dans des restaurants, etc., etc. Et si vous voulez, à travers cette grande aventure, je me suis toujours senti un peu dans cette voie prophétique, comme le nomme la figure Via de la géomancie. Vous voyez, c'était une longue quête, en fait, de comprendre les gens à travers les États-Unis. J'ai atterri en Californie où j'ai eu mes grandes expériences de tantrisme, parce que là j'ai connu les hippies californiens qui passaient leur temps à se masser et à casser tous les tabous d'une tradition un petit peu trop étroite. Bon, disons, voilà, le New Age. Donc j'en ai retiré pas mal de... C'était pas toujours évident, hein, c'est pas toujours évident, d'ailleurs comme... il y a eu des périodes où ça dérapait, j'ai vu la drogue ravager la jeunesse, ça m'a affolé un petit peu, je me suis dit c'est pas possible. Autant il y avait beaucoup de hippies qui réussissaient, autant les pauvres gosses, ils en crevaient. Hein. Bon. Il y a eu une année. Hein. Oui. Voilà. Moi j'ai vécu dans les quartiers de San Francisco avec des pauvres gosses qui étaient carrément dans l'héroïne et tout, les LSD, ils en prenaient. Mais bon, moi j'ai fait quand même mes expériences un peu de chaman au Mexique. Hein. Mais je les ai faites, si vous voulez, d'une façon assez spirituelle. Je recherchais, j'ai marché pendant des mois, pendant des semaines dans les montagnes. J'ai fait quelques expériences en Californie et au Mexique qui m'ont apporté pas mal d'illumination. Des états d'âme absolument incroyables. Hein. C'est ce qui m'a donné la force, en quelque sorte, d'aller toujours plus loin, Bon, au Mexique, j'ai eu un très grave accident, je suis tombé dans le coma plusieurs jours, là ça m'a apporté, je sais pas trop où je suis parti, mais quand je suis revenu, j'étais encore mieux qu'avant. Donc je me suis retrouvé en Australie où j'ai fait mes études d'anthropologie, je me suis marié. Je suis parti aux Philippines où j'ai rencontré les guérisseurs de la foi. Bon, ces expériences se sont accumulées à travers tous ces voyages et m'ont permis en quelque sorte de rendre compte que dans les sciences sociales, on est un peu dispersé. À l'époque, j'avais des théories anglo-saxonnes, si vous voulez, très sciences du comportement, et j'avais les grands intellectuels français, dont le structuralisme et Lévi-Strauss. Les anglo-saxons me posaient souvent des questions. Ils voulaient absolument comprendre les théories françaises. Ils avaient beaucoup de mal. Par exemple, Durkheim, la conscience collective. Ah, ça c'est un concept bien français, ça, la conscience collective. On ne trouve pas ça en anglais, le mot se traduit très mal. Si bien que les anglo-saxons utilisent le mot conscience collective tel qu'on le dit en français. Donc c'est à partir, si vous voulez, de toutes ces réflexions que je me suis imprégné du structuralisme dans une optique un peu très taoïste. J'ai voulu créer un Tao des sciences sociales et je me suis appliqué à bien élaborer cette théorie dans une thèse de doctorat qui, si vous voulez, a été un petit peu critiquée, bon, pour des raisons un peu, je dirais, de lutte de pouvoir entre les gourous universitaires. En fait,
je me retrouvais dans une situation où je devais parler de Dieu avec des gens qui me disaient Dieu n'existe pas. Bon, nous sommes athéistes, mais je dis, ça ne veut rien dire athéiste. Non, athéisme. Il y a le mot théisme dans le mot athéisme. Donc là, je vous ai distribué quelques mandalas. Vous pouvez voir sur mon site gourdin.christian.com, non, gourdin-christian.com, vous pouvez voir, j'ai écrit 14 articles que j'ai publiés dans la revue Parapsy qui est distribuée chaque année au Salon de la Voyance. Pas de pub pour Parapsy, ici. Voilà, donc, si vous voulez, c'était pour permettre en quelque sorte aux gens de leur... Je voulais partager mon expérience de recherche. Donc je me suis appliqué chaque année à écrire un article qui répondait à beaucoup de questions que les clients me posaient. Vous avez fait quoi et comment vous êtes arrivé à la voyance, et, etc., etc. Donc moi je suis aussi, vous voyez, bon, je travaille dans la voyance. La voyance n'est pas un don, c'est vrai, c'est une faculté que l'on développe. Bon, dans toutes les professions, on peut développer cette faculté par rapport à son métier. Un bon médecin, même un bon garagiste, il peut développer ses facultés de voyance, si vous voulez, dans son métier, etc., etc. J'ai été particulièrement séduit par les ouvrages des Bogdanov. Bon, j'avais connu dans les années 70 déjà la théorie de Fitzroy Capra, et ça m'avait beaucoup influencé dans toutes mes recherches. Donc, avec les ouvrages des Bogdanov, j'ai décidé d'écrire cet article en 2013 qui illustrait très bien les propriétés de ce mandala géomantique sur lesquels je lisais les fantasmes des origines de toutes les grandes religions. Je dis fantasmes parce qu'on est dans le mythique. Et je me suis retrouvé avec une... J'ai travaillé avec Robert Jolin. Jolin avait écrit un ouvrage très sophistiqué d'analyse formelle de géomancie, très mathématique. Bon, Robert Jolin, c'était un personnage absolument fabuleux. C'était il avait un caractère irascible, très difficile. Bon, parce il avait beaucoup d'ennemis, mais c'était un homme absolument fabuleux quand on arrivait à bien le comprendre. Il rapportait, si vous voulez, quand il allait en mission dans l'Amazonie, il nous rapportait vraiment cette ambiance des Indiens, c'était incroyable, on vivait dans le paradis avec lui. Il a lutté toute sa vie justement pour protéger ces Indiens. Il est mort, si vous voulez, d'un cancer un peu trop tôt. Néanmoins, c'est grâce à son inspiration et que j'ai vraiment évolué dans le domaine, si vous voulez, de ma recherche, et surtout de ma recherche sur la géomancie. Donc, la notion, si vous voulez, j'ai développé un concept de façon à m'adapter un petit peu à toutes les mentalités. Je crois en Dieu, je crois pas en Dieu. J'ai développé le concept du Dieu structural. Le Dieu structural, si vous voulez, c'est tiré des recherches de la linguistique structurale, du structuralisme. Il permet, si vous voulez, de transcender le dieu des mots et des concepts. On peut travailler sur des théories, mais avec la structure, si vous voulez, on échappe, si vous voulez, aux limitations de la sémantique. La structure est très souple, telle que la géomancie, telle que le yiking, très souple, et elle permet de véhiculer une grammaire universelle. J'ai essayé d'écrire dans mon dernier article, justement, c'est grâce à cette grammaire universelle que je travaille dans la voyance. Parce que je travaille en télépathie. Je ne sais pas comment je travaille exactement, mais je lis l'inconscient. Et il y a des fois ça marche, mais c'est fantastique. Ça ne marche pas toujours, bien entendu, mais quand il y a des atomes crochus avec un client, ça marche très très bien. Bon. Je travaille aussi dans les domaines, si vous voulez, de la guérison. Je me suis un petit peu trop emballé dans ces domaines-là avec des questions de... Faut être assez prudent dans ce domaine-là parce que on vit dans une société en France où le massage normalement est interdit, la guérison est interdite. Si vous faites une guérison, on vous accuse d'exercice illégal de la médecine, et si vous ne guérissez pas, on vous accuse d'escroquerie.
Donc, il faut voir dans tous les cas, on est un peu coupable. Hein. Mais le problème de la... Si vous voulez, on va passer un petit peu maintenant au problème du tantrisme. Et, si vous voulez, la géomancie est fabuleuse parce qu'elle démarre par le point de la création, elle démarre par la logique imaginaire des mathématiques, enfin des nombres imaginaires. Elle démarre par le 1, le 0, l'ensemble vide, et elle engendre tous les nombres. 0, factoriel 0, etc. Vous engendrez tous les nombres de l'infini jusqu'au 0, du 0 jusqu'à l'infini, vous pouvez engendrer tous les nombres. C'est un petit peu... Bon, vous voyez, dans ce mandala, j'ai trouvé, en fait, ce qui est très intéressant, si vous voulez, je ne pensais pas y arriver. Au départ, quand j'ai commencé dans les années 80, je me suis dit, ouh là, c'est un peu trop ardu ce que tu veux faire. Et finalement, j'ai réussi à cristalliser sur le mandala toutes mes théories d'anthropologie sociale. Vous voyez, bon, le déterminisme de Durkheim, la conscience collective, le déterminisme de Karl Marx, l'être social, est-ce que c'est l'être social qui détermine la conscience, ou vice-versa. Tout ça, j'ai réussi un peu à le mettre sur une dynamique, si vous voulez, de règles et des revers de règles, et de géomancie démocratique et de géomancie prophétique. Et je m'en suis sorti très très bien, parce que sur ce mandala, j'arrive à y calquer toutes les mythologies, gréco, latine, le fantasme abrahamique, mon parallélisme avec le fantasme krishnaïque est aussi très fort. Bon, il faut dire que j'avais fait des études de terrain sur les mouvements religieux, donc j'ai vécu assez longtemps avec les Krishnas. J'avais un très bon ami à moi qui était un membre, et ça m'a permis de méditer sur tous les textes, et j'en ai tiré une expérience assez puissante. Bon, je suis avant tout un homme de terrain, il faut que je rentre dans l'action. Bon, étudier c'est bien, mais il m'a fallu les voyages, il m'a fallu rencontrer des gens, il a fallu que j'aille en Californie pour vraiment m'imprégner d'un New Age et traverser une mutation assez importante. Donc, j'ai continué, j'ai fait pas mal de... J'ai pas mal aussi, bon, j'ai connu le mouvement de l'unification, avec qui j'ai eu des échanges extrêmement importants, intellectuels. Donc, je dois dire que j'ai fait avec eux une expérience assez unique. Dans les années 80, il y avait un véritable branle-bas de combat. Il y avait, bon, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, il y avait un rapport de force extrêmement difficile. Et j'étais, moi, à l'université avec Robert Jolin et Yves Le Cerf, et il y avait la DFI qui s'occupait des affaires des gens qui rentraient dans les sectes. Enfin, il y avait constamment des rapports. C'était la brigade anti-secte. Voilà, c'était un peu... bon, alors je me suis retrouvé avec des gens à l'université. C'était un peu conflictuel, parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer librement. Vous voyez, on est toujours sur cette espèce d'étau, là, on est écrasé, si vous voulez. Mais j'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal. En 82, j'ai fait un voyage autour du monde de 3 mois, qui m'a été généreusement offert par l'Église de l'Unification, et ça a été une des expériences les plus fabuleuses de ma vie. On a fait le tour du monde, j'en parle dans mon site d'ailleurs. C'est ce fameux voyage où les pays qui m'ont le plus marqué, c'était Israël et la Chine. C'est 2 pays qui m'ont le plus fasciné. Un petit peu l'Égypte, hein, les pyramides, ça m'a... Bon, il y avait tout le charme du Népal. La Chine est fabuleuse, c'est un pays fabuleux. La Corée aussi, la Corée, le Japon, faut visiter les temples. C'était un véritable pèlerinage religieux, si vous voulez. Et là, en 3 mois, je me suis complètement ressourcé, et c'est de là que j'ai décidé à faire mon Tao des sciences sociales. Et cette thèse de doctorat, qui va se faire quand même assez difficile à cause de moyens financiers très limités. J'avais une fille qui... bon, j'arrive en France avec une fille de 7 ans, il fallait se débrouiller, trouver l'appartement, etc. Donc tout ça, la survie n'est pas toujours évidente. Tout ça pour dire que, bon, la notion de conscience, si vous voulez, elle n'est pas, si vous voulez, pour moi, il y a comme une force. Il y a comme une force derrière moi qui me dit de faire ci, d'aller de l'avant. Donc,
quelque part, des fois, le spirituel, il échappe à la matière. Quelque part, il échappe à la matière, il échappe à l'énergie. J'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle. J'ai l'impression de recevoir constamment une guidance qui m'a poussé à faire tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais il y a des fois, je faiblis un peu. Bon, donc si vous voulez un petit peu poser quelques questions pour peut-être... Je voulais savoir à travers ce mandat-là, tu voulais donc réunir bien les différentes sciences, religions et oui. sciences sociales, etc. Qu'est-ce que tu voulais réunir? Si tu pouvais nous dire ce que tu voulais réunir à travers ça, ce que tu... Ben, je voulais trouver en fait une structure, une grammaire commune que j'ai trouvée dans la logique du yin et du yang, donc dans le mandala géomantique. Donc ça me permettait en quelque sorte de travailler sur des axiomes, de règles et de revers, et d'accepter un petit peu tous les points de vue. Donc sans être... La démonstration est un peu longue, elle est un peu mathématique, elle est difficile à exposer comme ça. Ça demanderait pas mal de temps, mais le mandala était assez fabuleux parce qu'il donnait en miniature, si vous voulez, tous les grands principes de la création. C'est-à-dire qu'on a le monde avant la chute qui est basé sur une parfaite symétrie. On tombe sur le monde en chute avec une asymétrie. Si vous voulez, c'était le modèle chinois du Loshu, du roi Wen, qui est enveloppé par un troisième monde, si vous voulez, qui est le modèle du Hotu, du sage Fouyi. On retrouvait en fait ces principes dans l'explication des Bogdanov, si vous voulez, qui dit que bon, l'univers a été créé à partir d'une symétrie. C'est l'idée des correspondances, en fait. L'idée des correspondances. Oui. C'est l'idée des correspondances, tout simplement. Voilà. Les différents, soit religion, soit nombre, soit philosophie, soit science. Voilà, voilà, ça, c'est l'idée des correspondances. Voilà, je pouvais calquer en fait sur ce mandat-là pas mal de choses qui m'ont permis un peu de me sentir à l'aise et de réutiliser tout mon savoir de sciences sociales et en même temps, si vous voulez, de pouvoir dialoguer avec des gens qui étaient dans la spiritualité, qui étaient dans la religion. Pardon ? Le Yiking. Oui. Oui, le Yiking est fabuleux, mais le Yiking, c'est déjà 64 hexagrammes. Et avec la logique du yin et du yang, au départ, c'est simple, mais plus ça se complique et plus ça devient ardu à gérer. Disons qu'en gros, il y a une logique formelle, et il y a ensuite la sémantique qui vient s'installer dans les différents ensembles. Bon, oui. Tout à fait d'accord avec vous, et parler de cette multiplication du Viking, etc. La structure universelle serait-elle pas dans cette triade, ou cette trinité, uniquement, par exemple, le créateur, le conservateur, le destructeur, oui, et après, on fait les ramifications. Mais c'est de là que je parle, justement. Oui, peut-être. Moi, je le fais après par les éléments, les 4 éléments, et les 3 plans de l'être humain, ce qui fait le 12, qu'on retrouve dans toutes les traditions. Et alors à ce moment-là, tout s'étudie simplement avec ces 12 forces, voilà. Y compris l'être humain, y compris le coussin qui est ici. Et en même temps, et donc je l'ai fait aussi, comme vous certainement, pour le Viking, pour le bouddhisme, on peut remettre tout le Viking en 12 boîtes. Les Bogdanov, si vous voulez, ils ont une façon de parler qui accroche bien en ce moment. Hein. Ils ont une façon de parler. Qu'est-ce que vous en aviez retiré qu'est-ce qui vous avait intéressé en brief? C'est d'arriver un peu à aller au fin fond de la création de notre univers, au fin fond du Big Bang, de vivre ça comme si on voyait ça à travers une télévision ou une jumelle, quoi. Ils nous font voyager à travers l'espace-temps, ils nous font transcender l'espace-temps. J'avais du mal avant à saisir la notion qu'il pouvait y avoir un état où il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Oui, avec eux, j'ai réussi à transcender justement tous ces paramètres. Et là encore, on n'en finit pas de se poser des questions après. Mais bon, il faut arriver à trouver un... Alors, en fait,
pour être très concis, parce que c'est très intéressant, les Bogdanov, en vérité, leur idée, elle est simple. Ils l'ont complexifié parce que tout le monde trouve sur les livres simples à lire mais compliqués dans le concept. En vérité, c'est très simple. Pour eux, l'infiniment grand est égal à l'infiniment petit. Et l'infiniment grand et l'infiniment petit ne représentent, dans la géodésique, c'est-à-dire le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, la droite. C'est-à-dire qu'on est dans un espace plan. Si on descend en dessous du concept de Planck, c'est-à-dire l'univers de Planck, c'est-à-dire celui dans lequel on ne peut pas aller en deçà, et si on va en deçà d'une certaine longueur, et en deçà d'un certain temps, on se retrouve dans l'univers de Planck, et cet univers de Planck, à contrario de tout ce que l'on peut dire, tout ce qui a été dit, pour les Bogdanov, c'est un univers plan. C'est donc la droite qui gérerait le chemin le plus court pour aller d'un endroit à un autre. Si tant est qu'on puisse parler d'endroit à cet effet. Mais les Bogdanov, ça c'est génial, parce que mathématiquement, c'est loin d'être des abrutis. Hein. Sur le plan thèse mathématique, ça tient la route, grave. C'est pour ça qu'ils ont été très décriés. Mais moi, j'ai étudié leur thèse mathématique. Ça corrobore parfaitement dans la cohérence et dans la logique, un univers parfait. C'est-à-dire que dans l'infiniment grand, à contrario de ce que l'on peut observer, actuellement quand on observe, on va jusqu'à 14 milliards et demi d'années, et on se dit c'est l'endroit où le Big Bang a émergé. Très bien. Et quand on va dans l'infiniment petit, on rentre dans l'atome, on voit l'atome, on ne le voit pas, hein, on le met en évidence, on n'a jamais vu un atome, pas plus qu'une particule élémentaire, c'est impossible. Mais on met en évidence, par des analogies, des voies analogiques, accélérateurs de particules, etc. Et bien, à l'intérieur de ce que l'on a supposé, de ce que l'on a proposé par rapport aux expériences, on n'a jamais pu concevoir qu'un univers plan résidait à l'intérieur. Et les Bogdanov ont démontré mathématiquement que ça ne pouvait pas être autrement. Alors, on y croit pas, on corrobore pas, c'est quand même loin d'être des abrutis. Bon, peu importe abruti ou non. Alors, il y a, si je peux me permettre, parce qu'il y a un mot que vous avez utilisé, et on ne l'a pas entendu, même pas de ma part, c'est le mot des illuminations. C'est ça, parce que Si à chaque instant... je dis un illuminé, un fou, je l'ai dit. Oui, c'est ça tout à l'heure, c'est pour ça. Il y a dans l'existence, on a tous, l'être humain a souvent des petites illuminations, quand sa conscience au sommet, lui donne une vision de quelque chose. Et ça fait déjà du bien, parce qu'on sait qu'il y a autre chose. Et d'illumination en illumination, ça sur le plan très pratique, très faux, entre guillemets, très illusoire, mais ça rapproche de l'idée, pas de la pensée, de l'idée qu'il y a quelque chose au-delà des pensées, dans cet ensemble d'illumination qui serait à conserver éternellement, ou on ne peut même pas à rattraper, puisque ceux qui ont eu des illuminations avec les drogues, il y en a eu à cette époque dont vous parliez, mais après on essaye d'atteindre les mêmes illuminations, les mêmes prises de conscience, et on n'y arrive pas, puisqu'on met sa volonté d'atteindre ce que l'on n'a pas atteint, ou ce qu'on a atteint par l'intermédiaire de drogues hallucinogènes. Mais le mot illumination me paraît intéressant dans le cheminement concret de chacun. Parce qu'on a tous cette petite illumination, j'espère. Je me souviens de ce propos d'une histoire avec vous, Emmanuel. Et je suis allée en Inde à la Kumbh Mela. Et j'étais dans l'avion avec certains de vous, je pense que Jalila aussi était, ou il y avait un groupe de vous, mais vous n'y étiez pas. Non, c'est pas un groupe. On s'est trouvé 50 personnes que je connaissais au GATS. J'étais dans le même avion qu'eux, oui. Et ensuite en arrivant, on se retrouve à l'hôtel, d'ailleurs je vous ai vu à l'hôtel, et oui. Vous me dites à l'hôtel, Claire de Lys, allez au bord du Gange, illumination garantie. Oh, bon, ouais. Je suis allée au bord et j'ai eu l'illumination. Ah oui, monsieur. Et j'avais amené quelqu'un avec moi que je voulais qu'il connaisse cette illumination que moi j'avais déjà connue, dont je voulais que lui il connaisse. Et en fait, il n'a pas eu, c'est moi qui ai eu. Et, vous avez dit ça a été, si je peux me permettre, parce que c'est... J'avais cette dans la même optique, réellement... Il y a 100 000 personnes dans ces endroits, mais on s'est retrouvés quand même dans le même avion. Et avec 50 personnes venues de tous les pays que je connaissais, mais on ne savait pas qu'on allait à cet endroit-là, qui n'avait rien à voir avec la Kumbh Mela. Voilà. Et là, un petit personnage arrive, un garçon d'une 14aine d'années,
qui repousse tous les sadhus qui venaient, et il dit non, ce ne sont pas des touristes normaux, c'est moi qui m'en occupe. Et on l'a appelé le Petit Prince. Et alors, on voulait le payer, il disait non, non, apparemment il a travaillé dans un film, et il gérait tout pour nous. Tous les gens qui étaient autour de moi, il nous offrait des bateaux pour monter sur le Gange, il a acheté 500 feuilles de figuier avec une bougie pour le mettre, et c'était miraculeux. Mais c'est ça, ces petites illuminations dans l'existence qui devraient être naturelles, puisqu'elles sont naturelles. Quand on n'essaye pas de... si je ne veux rien, dit Silésius, je suis Dieu. Et Dieu ne peut rien sans moi, dit Silésius. Si par exemple il m'arrivait d'avoir besoin d'une aide et que je te sollicite pour m'aider, tu vas le faire par quel créneau? Quel est ton cheval de bataille pour entreprendre une aide dans le sens amélioration de ma vie, par exemple? Voilà, ça c'est concret. Disons, bon, moi je fais les salons de la voyance. Hein, disons que c'est pas évident, c'est un peu fête foraine, c'est très dur de faire un salon. Ah là, on est dans la fête foraine, hein. Oui. Mais bon, quand je reçois des clients chez moi, bon, je fais des consultations un peu plus posées. Hein. Donc c'est là où j'utilise les supports de cartes, hein, les tarots maçonniques, j'utilise l'oracle de Béline, et c'est là où je rentre en contact en quelque sorte par une osmose mentale avec la personne que j'ai en face de moi. Donc on développe, on voit à partir de certaines interrogations ce qui ressort sur les oracles. J'aime beaucoup les cartes, hein, j'aime beaucoup les cartes. Ce sont des supports, hein, on n'est pas... dans la voyance, si vous voulez, la voyance est en quelque sorte une psychanalyse inversée. Le voyant, il parle. Vous voyez ce que je veux dire? Le psychanalyse... Bon, ce que... Psychanalyse inversée, oui, c'est... Voilà, c'est une psychanalyse. Mais les deux peuvent se conjuguer. Les deux peuvent se conjuguer. Hein. Bon, c'est vrai que bon, ce qui me gêne un peu dans la psychanalyse, c'est le fait que... Enfin, moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait des psychanalyses et qui se plaignent qu'au bout de 7 ans, ils ont été obligés de remettre ça, mais ça dépend à quel niveau ça peut les aider. Hein. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, bon, on parle, mais dans les sociétés où il n'y a pas de psychanalyse, il n'y a pas de psychanalystes, les gens, ils se psychanalysent entre eux. Simplement. C'est ce que nous expliquait un peu en Afrique avec les trans. Voilà, ça, les gens, ils ont d'autres moyens de se psychanalyser entre eux, hein, dans les familles. Avec les trans, avec les pitchs, vous les appelez ça, ouais. c'est tout le village qui se réunit, voilà. raconte ses rêves, il y a un échange important. Voilà. Non, je pense qu'on a tout à apprendre justement de toutes ces sociétés. Hein, C'est juste la question que je me posais sur ce qu'on dit depuis le début sur la psychanalyse, parce que j'en suis aussi une patiente de c'est vrai, d'un certain moment. J'ai aussi goûté à la MDR et c'était pas les mêmes attentes. Mais est-ce que le problème, plutôt pour ou contre, ça ou ça, ça ou ça, est-ce que c'est pas plutôt, qui a parlé de ça, la lâcher prise sur le désir de guérir? On paye pour voir ces spécialistes et il y a forcément à un moment donné, on veut un retour sur investissement. Est-ce que c'est pas la volonté de guérir tel problème, voilà ce que je veux, est-ce que c'est pas ça qui bloque la guérison? Plutôt que la psychanalyse, plutôt que la psychothérapie, est-ce qu'il n'y a pas un manque de lâcher prise par rapport à notre désir de guérir? Quand on souffre. Oui, mais peut-être que ce qu'on doit changer, c'est notre façon de vivre, non? Peut-être. Ah oui. Les gens qui vont à Lourdes pour guérir, qui font des prières, qui n'y arrivent pas, et quand ils abandonnent, certains... Oui, voilà. Psychanalyse ou pas? Parce que c'est un dilemme qui s'est posé à moi aussi, oui. C'est vrai.